BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. L'inflation va ralentir plus rapidement que prévu. C'est la dernière prévision de la Banque de France. Que nous dit-elle ? Que l'inflation commence à baisser et que l'accélération de cette baisse va intervenir cet été. La Banque de France table désormais sur 3,5% d'inflation en France à la fin du mois de décembre. La moyenne 2022, ce sera plus. 2023, ce sera plus, bien sûr. Mais en tout cas, fin décembre, en rythme annuel, on sera à 3,5%, avec même comme cible 2024, 2%. D'ailleurs, François Villeroy-de-Galhau avait dit ici, non mais 2%, c'est mon objectif. C'était presque un engagement. Alors, s'engager sur l'inflation, c'est tout à fait particulier. S'il y a bien un truc qui se pilote pas, c'est ça. Le recul, il est lié à la fin, objectivement, au moment où je vous parle, le choc énergétique, il est passé. On est à 72 ou 13 $ le baril de pétrole. Le mégawattheure au gaz s'échange à un prix nettement en dessous de avant la guerre en Ukraine. Et même la Banque de France considère que l'inflation des matières premières alimentaires agricoles pourrait commencer à reculer. Ce qui fait que l'inflation alimentaire serait également orientée à la baisse. Du coup, la croissance 2023 sera meilleure que prévu. Maintenant, la Banque de France attend 0,6% contre 0,3% précédemment. Et donc, écarte à son tour tout risque de récession pour la France. On est à peu près dans les chiffres qui sont évoqués par l'OCDE. On est, je le rappelle, quand même en dessous de la prévision de Bercy, qui a été mise à 1% dans le budget de cette année. Je rappelle quand même toujours un truc très important, pas de confusion entre inflation et niveau des prix. L'inflation qui ralentit ne veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire que les prix augmentent moins vite. C'est quand même super important. Est-ce que cet optimisme de la Banque de France est justifié ? Sur la croissance, objectivement, oui. Alors, il y a deux éléments qui pourraient me faire mentir. C'est que la BCE durcisse drastiquement sa politique monétaire, qu'on monte les taux plus que prévu, plus fort que prévu, plus vite que prévu. Et puis, objectivement, je ne maîtrise pas le potentiel chaos qui va suivre le 49.3 sur l'histoire de la réforme des retraites. Si on se retrouve avec un pays certains jours à l'arrêt, bon, là, évidemment, ça peut changer la donne. Après, je suis un peu moins optimiste sur l'histoire de l'inflation alimentaire. J'ai pas forcément l'impression qu'on est sur une décélération proche. D'abord, les premiers éléments, tous les éléments des négociations distributeurs industriels ne sont pas forcément encore visibles dans les étiquettes. Et puis, il y a demain la fameuse proposition de loi d'Escrozaille qui sera votée au Parlement, à l'Assemblée nationale. C'est un texte qui s'apparente à une loi Egalim 3. Il y a eu Egalim 1, Egalim 2 et Egalim 3, en fait. Et elle prolonge des dispositifs des précédentes lois qui avaient pour objectif de faire en sorte que l'amont soit mieux rémunéré, que l'agriculteur soit mieux rémunéré. Mais on avait tous dit à l'époque qu'il fallait que quelqu'un paye. Et celui qui paye, c'est le consommateur. C'est donc un texte qui a plutôt tendance à alimenter l'inflation des produits dans les magasins, notamment alimentaires, qu'à les freiner. Moins d'inflation, un peu plus de croissance. Est-ce qu'on arrive à discerner quelles conséquences ça peut avoir sur notre pouvoir d'achat ? Alors la Banque de France, mais là je sais que ça va faire hurler parce que les gens vont dire « Ah mais c'est pas ma vie, décidément ces experts n'y comprennent rien ». Mais la Banque de France pense à une quasi-stabilité 2023. Elle a estimé à moins 0,2 le recul du pouvoir d'achat en 2022. Alors je sais qu'il y a des quantités de gens qui doivent se dire que je pipote, que tout ça est faux, parce que eux, dans leur vie, c'est très différent. Elle dit moins 0,2. Elle observe quand même une consommation assez peu dynamique, un repli des ventes de logements neufs. Alors pourquoi elle dit ça ? Elle dit ça parce que d'abord, il y a des créations d'emplois. Ensuite, le SMIC est revalorisé au même rythme que les prix. Il est indexé. Il y a eu des hausses de salaire, il y a eu toutes les mesures budgétaires, les différents boucliers, les différents chèques qui font que le pouvoir d'achat est globalement préservé. Mais comme toujours, la moyenne d'un institut comme la Banque de France n'est la réalité de personne. Alors il faut toujours regarder effectivement les différentes catégories de population, la composition du panier de consommation, le lieu d'habitation. Est-ce que vous êtes propriétaire ? Est-ce que vous êtes locataire ? Quels sont vos revenus ? Et on sait bien sûr que pour les moins riches et les plus ruraux, l'inflation de l'énergie, les prix de l'énergie, les prix alimentaires notamment, c'est plus douloureux que pour ceux qui ont plus d'argent. Et puis il y a aussi un autre élément qui passe un peu, qui est en marge du pouvoir d'achat, mais qu'il faut absolument prendre en compte, sont les dépenses contraintes. Il y a eu un baromètre CSA pour le site de comparaison d'assurance Les Furets, qui a constaté que le poids des dépenses contraintes ne cesse de s'accroître, et qu'en fonction que vous êtes très modeste ou plutôt aisé, c'est juste le jour et la nuit. Parce que vous prenez une personne qui est à un peu moins de 1 000 € de revenus par mois, ses dépenses contraintes, ça engloutit 80% de ses revenus. La classe moyenne, on tombe à 44% des revenus engloutis, et pour les plus riches, les dépenses contraintes ne vont représenter que 17% des revenus. Et ça aussi, c'est un élément à prendre en compte quand on parle de pouvoir d'achat, qui n'est pas vraiment dans le spectre de la Banque de France, et qui permet de retomber, de réconcilier ceux qui nous écoutent avec leur perception personnelle par rapport aux chiffres statistiques qui, objectivement, sont vrais.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.